podcast Connexion Primordiale en balade avec Paul. Alors j'ai reçu des commentaires très positifs concernant les petites capsules que je fais sur l'ACT, Acceptance and Commitment Therapy, thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc apparemment ça plaît, ça tombe bien, j'ai prévu de continuer quelques capsules comme ça sur cette approche. Je tiens à redire, je ne suis pas psychothérapeute, je ne suis pas formé de manière officielle à la méthode, je ne pratique pas la méthode en cabinet. Je vous fais part juste de mes réflexions par rapport à mes lectures, par rapport aux pratiques que j'ai, par rapport à l'expérience que j'ai de plus de 30 ans de cabinet et d'expérimenter un peu ce genre de choses. Mais prenez tout ce que je dis avec distance. Si ça vous convient, testez et utilisez. Si ça ne vous convient pas, évidemment, mettez ça de côté. Et puis, si ça vous plaît et que vous voulez en savoir plus, je vous encourage vivement à lire, à acheter des bouquins sur la méthode ACT et puis à vous former à cette approche, bien entendu. Ou, si ce sont pour des besoins personnels, la première chose à faire, c'est d'aller rencontrer un thérapeute dûment qualifié pour pratiquer, former à cette approche, pour pratiquer ça avec lui. Alors justement, aujourd'hui, je vais revenir sur plusieurs points que j'ai évoqués. À plusieurs reprises, j'ai évoqué que dans la méthode ACT, une des choses importantes pour agir, justement, pour se mettre en action, c'est d'avoir des valeurs. Alors, j'ai dit, il vaut mieux avoir des valeurs, on ne peut pas se tromper que d'avoir des objectifs. Enfin, c'est important d'avoir des objectifs, mais l'idée, c'est que si ma valeur, c'est de courir pour ma santé, de préserver ma santé et donc de faire du jogging, de courir pour la santé, ça restera une valeur du moment que je cours. Si je me fixe un objectif qui est de faire un marathon en moins de 4 heures, je peux réussir ou je peux échouer, lié à tout un tas de paramètres. Mais en revanche, ma valeur de j'essaye de faire ce marathon en moins de 4 heures pour des histoires de santé, puis de me défier et tout, elle est toujours valable. C'est vrai que je peux avoir une déception de ne pas réussir à faire le temps que j'avais prévu, mais ce qui compte, c'est que je suis toujours dans la bonne direction de ma valeur. Si en revanche, je n'ai pas cette notion de valeur et que tout ce que je vise, c'est un marathon en moins de 4 heures et puis que j'y arrive pas, j'aurais l'impression d'avoir échoué, alors qu'en fait, je suis sur le bon chemin de mes valeurs. Cela étant dit, il ne faut pas se mettre la pression. Il ne faut pas se mettre la pression en disant, oui, voilà, mes valeurs, c'est, par exemple, là, je vais donner l'exemple de la santé. Donc, ma valeur, c'est de prendre soin de ma santé. La santé, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Il vaut mieux être pauvre et avoir la santé que riche et être malade, c'est certain. Mais il ne faut pas que ça devienne une pression constante de dire que tout ce que je fais doit être en fonction de mes valeurs. De telle sorte que si tout d'un coup, un jour, je ne fais pas mon sport, ou je ne mange pas sainement, ou je ne sais quoi, ou que je tombe malade, que tout d'un coup, c'est la catastrophe parce que je ne vis pas selon mes valeurs. J'ai échoué à vivre selon mes valeurs. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est arrêter de se mettre sous pression parce que c'est vrai que notre mental, il peut se comporter très souvent. Ils disent dans la méthode ACT comme un dictateur qui dit vas-y, fais ça, fais-le maintenant, c'est pas assez, fais-en plus, fais-le mieux. Tu vas voir, si tu fais pas ça, ça va être la catastrophe. Et donc c'est vrai qu'on a, la plupart d'entre nous, une tendance à mettre la pression, à se mettre la pression. Et donc c'est pas la peine, parce que nos vies sont suffisamment chargées, le boulot, les enfants ou pas les enfants, le boulot ou pas le boulot, mais les gens qui ont le boulot, il y a le stress du boulot, les gens qui sont au chômage, ils ont le stress d'être au chômage, donc on a tous déjà du stress, plus tout ce qu'on doit faire, les courses à manger, s'occuper de la maison, machin. Vous le savez très bien, on a des vies extrêmement chargées avec beaucoup de stress, et si en plus on s'en rajoute avec notre dictateur intérieur de vas-y, fais plus, fais maintenant, encore, c'est pas assez, ce sera jamais suffisant, on s'en sortira pas. Comme on dit toujours, le mieux est l'ennemi du bien. Le perfectionnisme, c'est la mort. Il n'y a pas moyen d'être parfait. Comme on dit, pour être un saint, il faut être mort. Même Teresa, aussi parfaite qu'elle avait l'air d'être de son vivant, elle n'a pas pu être déclarée sainte, canonisée, qu'après qu'elle soit morte. Donc tant que tu es vivant, de toute façon, rien n'est parfait. Ça ne peut jamais être assez. Donc, il faut faire suffisamment et il ne faut pas se mettre la pression. Et je ne voudrais pas que, parce que j'ai dit qu'il faut vivre selon ses valeurs, il faut croire qu'il faut vivre 100% du temps selon ses valeurs. Vous vous rappelez, mon coach,
qui m'a écrit dès le départ, tu vis une vie 75%, je crois qu'il avait écrit oui, 75% clean, voilà. Alimentation 75% correct, ça suffit. Bon, moins, après ça devient pas intéressant. Si je mange que bien que la moitié du temps, un repas sur deux, si je fais rarement mes exercices et tout, bon, c'est mieux que rien, entendons-nous bien. Mais voilà. Tandis que 75%, je trouve que c'est pas mal. Il y avait d'autres approches en alimentation qui disent par exemple, la semaine vous mangez selon les principes diététiques qui sont les vôtres, voilà, les bonnes salades, les machins, les trucs. Et le week-end, vous mangez n'importe quoi. Enfin, vous mangez tout ce qui vous passe par la tête. Vous voulez des pizzas, des couscous, des je sais pas quoi, des aliments soi-disant interdits, vous les mangez le week-end. C'est-à-dire que, et Christophe Cario, je crois qu'il disait ça justement, on ne veut pas 100% de réussite, parce que notre mental, après, il va dans des cas de perfectionnisme, et puis dès qu'on fait un écart, c'est la catastrophe, on abandonne tout. Donc des fois, c'est bien de se dire volontairement, ok, je fais bien les choses pendant la semaine, et le week-end, en revanche, c'est relâche complète, et je fais ce que je veux sans culpabilité. Au contraire, peut-être même, je vais me forcer à faire un écart pour casser un peu mon dictateur intérieur qui dit tu dois toujours être parfait. Et je vais vous donner cet exemple que j'ai vécu quand j'ai fait ma dépression à l'âge de 40 ans et que j'étais en divorce, etc. Et c'était difficile. Tous les gens qui ont divorcé savent ça par rapport aux enfants. J'ai 2 filles, il y en avait une qui avait 10 et l'autre qui avait 15 ans. Pour la fille de 15 ans, c'est très dur parce qu'elle est en plein changement, que vous connaissez de l'adolescence et puis là les 2 parents sont séparés. Pour celle de 10 ans, on est perdu parce qu'on est encore très fort dans l'affectif de ces 2 parents à cet âge-là. Donc c'est difficile pour les deux. Et moi j'étais un peu perdu dans l'éducation, entre, vous savez, surtout en tant que papa peut-être, on se dit voilà, il faut avoir une certaine éducation pour ses enfants, mais en même temps, je veux que mes enfants ils profitent du temps qu'ils aient avec moi. Dans un premier temps, j'ai laissé mon ancien logement à la mère de mes filles, et moi je lui ai pris un studio, et du coup c'est elle qui gardait les filles. Moi je les avais le mercredi, et puis un peu le week-end, bon, le grand classique. Et puis après, quand on a eu chacun notre logement, on a fait une semaine sur 2 et tout, et ça s'est organisé différemment, mais pendant un an et demi, il fallait trouver une organisation. Puis moi en plus j'étais en dépression, donc c'était très dur. Et puis j'étais un peu perdu dans l'éducation de mes filles, et puis je vous ai déjà parlé du fait que j'ai vu un psychiatre qui faisait la thérapie psychologie positive. Et puis je lui fais part que je suis un peu perdu vis-à-vis de mes 2 filles et de la manière d'éduquer. Entre eux, j'ai envie de leur faire plaisir, mais en même temps, on ne peut pas tout se permettre. Et puis nous, à l'époque, au niveau de l'alimentation, j'étais assez strict, surtout vis-à-vis de mes filles. À la maison, on ne mange pas des frites, des pizzas, des gâteaux, des bonbons. On n'avait à l'époque pas de produits laitiers, pas de gluten. Bon, on mangeait des légumes tous les jours et plein de choses. Bon, on était végétarien aussi, 100%. Et puis, le psychiatre, il me dit, quel serait... Ok, on va travailler sur cet état, entre guillemets, mental, sur ce schéma, voilà, c'est le mot qu'il a employé, sur ce schéma comportemental que vous avez. Et il me dit, quelle serait pour vous la pire chose d'un point de vue éducatif? Ça va vous faire rigoler, hein, vous allez vous moquer de moi, mais c'est comme ça prouve l'excès dans lequel j'étais. Quelle serait la pire chose d'un point de vue éducatif à faire par rapport à vos enfants? J'ai dit, ce serait de les emmener à McDo. Parce que McDo, c'est la malbouffe, c'est la mondialisation, c'est les emplois précaires, c'est toutes les valeurs que je déteste. Donc j'ai dit, la pire chose qui serait pour moi d'emmener mes filles à McDo, ce serait une trahison de mes valeurs. Alors vous vous rappelez, j'avais dit dans un épisode précédent, c'est un psychiatre, hein, donc il prend son carnet, son bloc-notes d'ordonnance. Vous vous rappelez où il avait fait une ordonnance tous les jours, marquer les choses positives, tous les jours, faire 20 minutes de marche à pied. Et là, il marque, une fois par semaine, j'emmène mes filles manger à McDo. Je dis, quoi? Vous êtes fous? Il dit, c'est mon ordonnance. Une fois par semaine, vous allez manger avec vos filles à McDo. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire? On a des croyances, on a des valeurs, on a des choses auxquelles on croit absolument. Et tout d'un coup,
on dit tu vas faire le contraire de tes valeurs, mais de manière volontaire, de manière consciente, dans un but précis, dans un but de montrer ma flexibilité mentale, cognitive, émotionnelle, de montrer ma flexibilité. Avant de vous dire ce qui s'est passé avec mes filles, dans le bouddhisme, les moines bouddhistes, ils sont strictement végétariens. On ne doit pas manger et tuer, en tout cas tuer, non voilà, c'est ça la différence. On ne doit pas tuer des animaux, et on ne doit pas tuer des animaux pour votre alimentation. Donc si vous êtes un moine bouddhiste et au monastère, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, vous préparez à manger, il n'y a jamais d'animaux. En revanche, les moines bouddhistes, ils font aussi une fois par jour, alors je ne sais plus dans quel pays, si c'est pas au Tibet, mais c'est je crois au Vietnam, ou désolé, hein, je suis vraiment pas très fort pour tout ça, mais voilà, au Vietnam ou au Cambodge ou je sais pas où, une fois par jour, ils vont faire l'aumône. Donc ils font le tour, c'est la tradition là-bas, et puis les gens leur donnent à manger. Et si quelqu'un leur donne à manger de la viande, ils vont prendre la viande et ils vont manger la viande. Bon, il y a une condition, si les gens disent voilà, on a ça, on allait manger ça, on vous en donne un bout, ils vont le manger. Si en revanche les gens disent oh, on va tuer pour vous le cochon, là non, c'est l'intention derrière est différente. Donc le moine, il a des principes de ne pas manger qu'on tue des animaux, mais si quelqu'un me le donne, je ne peux pas refuser. Vous voyez, aussi pour montrer que le don, le fait de recevoir, le fait d'accueillir ce que quelqu'un est prêt à me donner est plus important comme valeur que ma valeur de ne pas manger des animaux. Donc moi, qu'est-ce qui est plus fort? Ma valeur, McDo représente des valeurs que je réprouve, ou être connecté avec mes filles. Quelle est la valeur la plus importante? D'avoir une bonne relation avec mes filles, ou prouver que McDo, ou m'accrocher au fait que McDo, c'est de la merde. Je ne parle pas que de la nourriture, je parle des valeurs, etc. Et donc, comme j'ai annoncé à mes filles, bon les filles, ça vous dirait qu'une fois par semaine, on aille à McDo. Vous imaginez la tête de mes filles. Papa, depuis toujours, considère McDo comme le diable. Donc moi, je n'ai pas élevé mes filles dans la religion, mais il n'empêche que même si vous n'élevez pas vos enfants dans la religion, vous avez des valeurs, des choses que vous considérez comme bonnes ou mauvaises, consciemment ou inconsciemment, et donc vos enfants ont capté ce que vous estimez être bon ou mauvais, bien ou pas bien, dangereux ou sécurisé, de manière dite ou non dite. Vous avez fait passer ces valeurs auprès de vos enfants, qu'on le veuille ou non. Et donc vous imaginez la tête de mes filles qui n'en revenaient pas, qui étaient ahuries. Et puis mes filles qui disent « Oh, tu sais papa, en fait on est déjà allé au McDo avec grand-mère, avec mamie, c'est-à-dire avec ma mère, traîtresse. En fait ça pue là-bas et c'est dégueulasse. Donc non. Mais par contre, elles ont voté pour la pizza. Et donc à partir de ce jour-là, pendant je dirais 1 an et demi ou 2 ans, tous les mercredis, je crois que c'était les mercredis, c'était peut-être le vendredi soir, mais je crois que c'était le mercredi, on allait à un camion qui était à côté de la maison, on allait commander nos pizzas, on allait chercher nos pizzas à pied, c'était pas loin, et puis on allait manger nos pizzas ensemble à la maison. Je vous rappelle que chez nous, il n'y avait pas de gluten et tout. Et c'était la fête et ça a vraiment changé. Mes filles m'ont vu sous un autre angle, papa il est plus ouvert qu'on croit, il est prêt à changer ses convictions pour nous en quelque sorte et tout. Entendons-nous bien, je veux préciser les choses. À la maison, il n'y avait pas de pizza, ni charcuterie, ni gluten, ni produits laitiers, mais ce n'était pas une interdiction pour mes filles. Mes filles, à la cantine ou chez des gens, même devant nous, s'il y a des pizzas, des charcuteries et des produits laitiers, elles pouvaient en manger tant qu'elles voulaient. Il n'y avait aucune réprobation de notre part. C'est juste que ma femme et moi, à l'époque, notre choix, c'est nous, on ne mangeait pas ça, donc on n'en achetait pas. Mais ce n'était pas de dire c'est tabou, vous ne devez pas en manger, ça va vous tuer ou quoi que ce soit. C'est juste, c'était un choix personnel. Donc mes filles, elles n'en avaient pas à la maison, tout comme il n'y a jamais eu de coca ni aucune boisson à part de l'eau à la maison. Pas d'alcool pour les adultes, ni de boissons gazeuses ou de sirop ou quoi pour les enfants, ou de jus de fruits, quoi. Il n'y a jamais eu ça. Après, mes filles, elles n'ont jamais pris le goût de ça, même quand on allait chez les amis, elles n'ont jamais... Quand on leur demandait tu veux boire quoi, je me rappelle très bien, chaque fois qu'on allait chez les amis ou quoi, elles disaient de l'eau. Les gens disaient toujours c'est pas fun, tu veux pas autre chose, non, de l'eau.
Donc ça, je suis fier. Vous voyez, cette flexibilité mentale est majeure. Et c'est un des points clés de la méthode ACT, la flexibilité. Quand on se rigidifie, quand on veut faire trop bien, quand on a notre dictateur intérieur, c'est la voie certaine du malheur, en fin de compte, si on se met trop la pression. Donc c'est une première chose, donc il faut, en quelque sorte, le truc c'est, il faut lâcher du lest, quoi. Il ne faut pas toujours vouloir tout faire bien, il ne faut pas toujours vivre selon ses valeurs. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Et donc du coup, cette histoire de valeurs, en acte, on dit qu'il faut saupoudrer un peu. Il faut saupoudrer et savourer. Ça peut être, par exemple, le matin, je dis tiens, je vais choisir une valeur auquel je tiens. Je sais pas moi, rendre service. C'est important, rendre service. Je me rappelle quand j'étais petit, j'ai fait du scoutisme. J'étais louveteau. Puis il y a un truc chez les scouts, il faut faire une BA tous les jours, la BA quotidienne. BA, ça veut dire bonne action. C'est un gros truc de scout. Chaque jour, tu dois faire une BA. Ça peut être aider quelqu'un, rendre un service. Quand j'ai... Et moi, c'est quelque chose que j'avais vraiment à cœur quand j'étais petit, 8, 9, 10, 11, 12 ans, et que je m'assurais de faire ma BA quotidienne. Donc ça pouvait être ouvrir la porte à une dame dans la rue, parfois donner mon argent de poche que j'avais à quelqu'un dans la rue qui faisait la manche. Ça pouvait être rendre service à n'importe qui, ou même à ma mère. Peu importe, c'était quelque chose qui est important pour les scouts, faire une bonne action. L'idée ici, c'est de choisir une valeur et de chercher dans la journée, au moins une fois, à faire une action délibérée dans le sens de mes valeurs. C'est pas de vivre toute ma journée dans le sens de ces valeurs, c'est de dire, tiens, aujourd'hui, cette valeur-là, je vais essayer d'en instiller un petit peu dans ma journée, de saupoudrer et de savourer ce que ça fait de cette valeur. Donc si pour vous une valeur très importante c'est aider son prochain ou quoi, donc qu'est-ce que je peux faire dans la journée pour aider mon prochain, pour quand j'étais petit c'était le truc typique, aider une vieille dame à traverser la rue. J'ai été élevé à Paris et souvent c'est galère à Paris pour les vieilles dames de traverser la rue, et donc de dire je vais vous aider, ou des choses comme ça, ou bref. Une autre valeur c'est je sais pas, d'être un bon ami. Si vous avez la valeur d'être un bon ami et que c'est important pour vous d'être un bon ami, de dire tiens, dans la journée, qu'est-ce que je pourrais faire pour être un bon ami? Tiens, je vais prendre des nouvelles d'un tel ou d'un tel. Donc de choisir une des valeurs qui est importante pour vous et d'en saupoudrer un peu dans la journée, une fois, deux fois, trois fois, et de savourer. C'est ça l'idée. Bon, ça peut être chaque matin une ou deux valeurs, enfin bref, c'est comme vous voulez, vous voyez l'idée. Mais c'est important cet acte conscient, de choisir dès le matin. Alors personnellement, moi, dans la méthode ACT, ils disent choisissez le matin deux valeurs auxquelles vous allez penser tout au long de la journée et voir comment vous pouvez en mettre dans votre vie. Personnellement, moi, le matin, je ne suis pas à l'aise pour faire ce genre de décision. Le matin, je suis dans mon rituel et puis il faut se lever, il faut faire ceci, il faut se brosser les dents, machin truc et tout. Je ne peux pas prendre ce temps méditatif. Peut-être vous, si vous faites la méditation ou des trucs, le matin, vous allez pouvoir vous imprégner de quelles valeurs je veux développer dans la journée. Moi, je suis plus à l'aise de faire ça le soir au coucher, de faire un peu une sorte de point mental. Tiens, comment s'est passée ma journée, comment j'ai vécu mes valeurs aujourd'hui, si c'est ce que vous avez fait, puis dire tiens, demain, je vais faire quoi. Et comme le soir, je lis toujours avant de me coucher, je peux lire un livre. En général, je lis des livres de psychologie, des livres de neurologie, je sais pas, des livres, bref, des livres quoi, pour apprendre des trucs. Et ça me fait réfléchir à des choses, de dire tiens, demain, comment je peux mettre ça en action, comment je peux appliquer ça. Voilà. Et donc comme ça, quand je me réveille le matin, c'est déjà clair, c'est déjà fait. J'ai pas à me reposer des questions et je démarre ma journée, tac, c'est fait. Comme les sportifs qui font leur sac de gym toujours la veille, pour avoir le moindre effort possible. Tac, c'est l'heure d'aller à la gym, je prends mon sac, paf, c'est parti. Et pas une dépense énergétique comme ça. Donc voilà, première chose, il ne faut pas se mettre la pression, il ne faut pas chercher à faire tout 100% bien. Seconde chose, il vaut mieux saupoudrer un peu dans la vie et savourer. Et évidemment, par petites doses, comme ça, on illumine un peu notre vie de nos valeurs. Troisième point, dans la continuité de tout ça, c'est qu'évidemment, si je dis saupoudrer, ça sous-entend que je ne suis pas 100% dans ma vie selon mes valeurs. Mais ça veut dire aussi autre chose.
On ne peut pas vivre 100% de notre vie en extase. On ne peut pas vivre 100% du temps en orgasme absolu. D'ailleurs, ce serait pas vivable. On ne pourrait pas vivre en vivant 100% en orgasme. Vous savez que il paraît qu'il y a eu des expériences qui ont été faites sur des pauvres rats où si on trouve une zone effectivement dans le cerveau, je ne sais pas trop où si on stimule, ça crée une forme d'orgasme, et que si on relie une électrode là et qu'on met un petit levier, et que les rats dans leur cage, ils ont tout ce qu'il faut pour manger et tout, mais que quand ils appuient sur ce petit levier, ça leur fait un orgasme, et bien ils vont appuyer sur ce petit levier pour se donner du plaisir encore et encore, jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils vont arrêter de manger, ils vont arrêter toute autre chose que ça, et finalement, ça devient délétère pour la vie. Vous voyez, un excès de bonheur, un excès de plaisir conduit à la mort, en fin de compte. Bon, là, c'est un peu caricatural, on met une électrode dans le cerveau. Peut-être on rêverait tous d'avoir ça, une électrode du bonheur, j'appuie sur le bouton, à chaque fois que j'appuie, je suis dans le bonheur, mais je pense que si ça existait, sans que ce soit un orgasme physique forcément, mais un état d'extase, j'appuierais en permanence sur ce bouton, mais j'arrêterais de manger, j'arrêterais de communiquer avec les autres, on ne se reproduirait plus, et ce serait la fin de toute vie. Donc le bonheur absolu, la félicité absolue, l'orgasme absolu, ce n'est pas possible. En fait, aussi choquant que ce soit, on a besoin de stress pour vivre. Le stress, à la base, le mot stress, ça veut dire tension. Une tension, c'est pas négatif en soi. Une tension, c'est ce qui va me motiver, c'est ce qui me fait me mettre en mouvement. Je vais donner un exemple. On se réveille le matin, dans notre lit, on est bien, on a dormi, on s'étire un peu. La couette est bien douillette. Si j'ai pas de tension physique ou mentale, je resterai dans ce lit douillet jusqu'à la fin de mes jours. Mais il peut y avoir deux types de tensions qui se présentent. Une tension physique, il faut que j'aille aux toilettes vider ma vessie, j'ai faim, il faut que je bouge mon corps et mes muscles parce que je commence à m'ankyloser. Si on a tous été malades pendant 2-3 jours, avec de la fièvre, des fois 5, 6, 7 jours, c'est infernal. Vous savez bien que les gens qui doivent rester alités longtemps, on développe des escarres, on a plus de retour veineux et c'est très délétère pour la santé. Et c'est très désagréable, on n'en rêve plus que d'une chose, c'est quand est-ce que je peux me lever. Donc à un moment donné, il y a des tensions physiques qui nous imposent de nous lever. Mais il y a aussi des tensions du type, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie d'aller au boulot, j'ai envie d'aller faire telle et telle activité, j'ai envie d'aller faire une promenade, donc des envies qui sont de type mental, émotionnel. Ça génère une tension. Au bout d'un moment, je dis j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de m'amuser. Et donc je vais sortir du lit. S'il n'y avait pas de tension, on reste au lit et puis jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Donc la vie, l'équilibre, c'est pas un plateau qui bouge pas, c'est pas une balançoire qui bouge pas. Si je veux me balancer, il faut du mouvement. Et un mouvement, ça monte et ça descend. C'est sinuosidal. J'arriverai pas à dire ce mot. C'est en vague, c'est en forme de vague. La mer, elle fait des vagues. Il y a des moments où c'est un peu plus calme, et puis il y a des moments où c'est un peu plus agité, et puis il y a des vagues qui vont et qui viennent. C'est impossible d'immobiliser la mer de manière absolue. C'est impossible chez nous d'éprouver toujours la même émotion, qui serait l'émotion ou le sentiment de bonheur. Le bonheur existe qu'en comparaison, qu'en contraste avec malheureusement le malheur, les tensions, les douleurs, etc. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que c'est qu'il y a des mythes. Il y a deux grands mythes qui disent en méthode ACT sur le bonheur. Le premier mythe, c'est de croire que le bonheur est notre état naturel, que l'état naturel c'est le bonheur, et puis que tout ce qui vient chahuter mon bonheur, c'est pas normal. Il faut chasser ça de mes vies. Non, l'état normal, c'est la félicité, c'est le bonheur, c'est le bien-être permanent. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est très dur à vivre, par exemple, les histoires d'amour. Parce que dans tous les contes, dans tous les films, dans tous les trucs, ça s'intéresse de comment on tombe amoureux, est-ce qu'ils vont tomber amoureux, est-ce qu'ils vont franchir le pas, ouais. Et puis, dans tous les contes, ça finit, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais
personne qui m'écoute, je le sais, a été en couple, et toute personne qui m'écoute sait que cette partie où on tombe amoureux, c'est la plus facile. Oui, il y a des émotions très vives, très fortes, très violentes parfois, quand on est amoureux. Mais le vrai défi, le vrai challenge, c'est la durée du couple. Quand les hormones sont redescendues, c'est comment... Souvent, tous les gens disent ça, il y a une grosse différence entre être amoureux et aimer. Aimer, c'est tout d'un coup, on voit que l'autre, ceci, cela, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est et de vivre avec et de décider chaque jour, chaque année, de continuer à vivre ensemble. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est un but en soi, je ne dis pas que tout le monde est fait pour vivre en couple toute sa vie, et je ne dis pas que ceux qui vivent 20 ans, ils sont mieux que ceux qui vivent 20 ans en couple, ils sont mieux que ceux qui vivent 10 ans, parce que souvent, à chaque fois qu'on entend des couples, c'est un peu, à toi, ça fait combien? 10 ans, toi, 20 ans, toi, 30 ans. Et à chaque fois, tout le monde dit bravo, waouh, 40 ans, incroyable, waouh, on entend 50 ans, waouh, c'est record absolu, comme si c'est le but en soi. Et je ne dis pas, c'est très bien, mais ceci dit, notre réflexe de dire waouh, bravo, incroyable, prouve bien qu'on sait à quel point c'est difficile de vivre toutes ces années ensemble et que c'est une sorte de prouesse pour nous. Et c'est vrai, c'est une prouesse psychologique, c'est une prouesse émotionnelle, c'est une prouesse à tous les niveaux. Ça prouve une énorme capacité de se tourner vers l'autre, d'échanger, de communiquer, de partager, etc. Et vous pouvez discuter avec des couples qui sont ensemble depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et ça n'existe pas, un couple qui va dire « Ah ouais, c'était magnifique, toute notre vie, jamais problème, jamais conflit, tout le temps merveilleux. On est amoureux depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, jamais eu, c'était... Oh là là là, ça n'existe pas. » Tous les couples du monde, même ceux qui sont ensemble depuis 30 ans ou 40 ans, vont vous dire « Il y a eu des hauts, mais il y a eu des bas. On a failli plein de fois se séparer. Ça a été difficile. Et puis il y a eu les enfants, et puis il y a eu perte de boulot, et puis il y a eu les déménagements, et puis il y a eu des phases où on ne se comprenait plus, et puis personne vous dira, moi, oh là là, c'était facile, voilà. Il n'y a rien de plus facile. Tout le monde vous dira, il y a eu des hauts, mais il y a eu des bas, et c'est comme ça, et on avance dans la vie. C'est valable pour tout dans la vie. Il y a toujours des hauts et des bas. Si moi je veux croire qu'il n'y a que des hauts, ça ne marchera pas. Mais il n'y a pas que des bas, bien entendu. La vie, ce n'est pas non plus la misère permanente. Je ne suis pas du tout en train de dire, je sais pas, le nihilisme, la vie n'a aucun but, la vie n'a aucun sens. Non, c'est de dire il y a autant de hauts que de bas. Évidemment, on désirerait qu'il n'y ait que des hauts et très 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 peu de bas. Donc encore une fois, l'idée, c'est de comprendre que c'est pas possible et qu'on ne peut pas arrêter les vagues, on ne peut pas arrêter les nuages, on ne peut pas arrêter les souffrances et les choses qu'on ne désire pas. Mais évidemment, si on s'y oppose, si on essaye d'empêcher la mer de refluer en permanence, si on veut empêcher les nuages, c'est voué à l'échec. Quand on fait le château de sable, on a tous fait ces châteaux de sable sur la plage. Moi, j'habite au bord de l'océan, c'est pas... Enfin, en vrai, c'est la Manche. Mais il y a des grandes marées, c'est pas comme dans la Méditerranée. Donc pour tous ceux qui sont allés en Bretagne ou en Normandie, bref, on fait le château de sable et puis la mer monte. Et puis et quand on est gamin, on dit non, on va empêcher, on fait des barrages, on fait tout, mais c'est inexorable. À un moment donné, la mer va détruire notre château. Mais elle va repartir et on peut recommencer, encore et encore. Donc mythe numéro 1, croire que le bonheur est un état naturel. Aujourd'hui, les statistiques sont énormes. On pense que plus de 30% des gens, malheureusement depuis le Covid, on est plus proche de 40%, mais avant les statistiques, c'était 30% des gens vont souffrir, ou ont souffert, ou souffriront d'un trouble psychologique, diagnosticable. Voilà. Ça peut être des choses comme de la dépression, mais ça peut être des choses comme des phobies, ça peut être des choses comme des troubles obsessionnels compulsifs, ça peut être des choses comme des maladies psychiques autres. Mais ça veut dire près d'un tiers d'entre nous déjà ont souffert ou souffriront d'une maladie psychologique. Ça a été mon cas. Pendant 1 an et demi, j'ai fait une dépression relativement sévère. Et puis des tas d'autres souffrances dans la vie que j'ai eues, comme vous avez eu, mais qui ne sont pas des maladies psychiques. Parce que 30% des gens, mais aujourd'hui on est plus proche des 35% des gens avec le Covid, ça a fait exploser un peu les maladies psychiques, surtout chez les jeunes. Mais bon bref, donc déjà un tiers des gens
dont vous, dont moi, dont souffriront d'une maladie diagnostiquée psychologique. Et quant aux 2 autres tiers, de toute façon, ils vont vivre la solitude, le divorce, le harcèlement au travail, la crise de la quarantaine, éventuellement la violence dans le couple ou la violence ailleurs dans la société, des accidents, des maladies, des préjugés, et bien sûr du racisme, des préjugés, parce que on est un peu plus gros que la moyenne, on est un peu plus mince que la moyenne, et on se fait traiter de gros ou de maigre, on est plus basané ou coloré que le peuple avec lequel on vit, ou un peu plus pâle du peuple avec lequel on vit, ou on a une autre culture, ou des histoires de religion, bref. Donc tous, on va vivre des souffrances, des douleurs, des contrariétés, etc. Donc déjà, accepter ça, de croire que le bonheur, de comprendre que le bonheur est un mythe, c'est très important. Parce que toute notre civilisation, les films, les livres, les publicités, etc., veulent nous faire croire que l'état normal, c'est le bonheur, et que si tu n'es pas heureux et épanoui tout le temps, ça ne va pas. Et c'est une des grosses choses que je reproche au courant du développement personnel. Voilà, de croire par tous ces livres, toutes ces formations, tous ces stages, tous ces trucs, il faut le bonheur tout le temps, tu mérites le bonheur, tu dois être heureux tout le temps. C'est pas normal, ne laisse pas les autres te rendre malheureux. Si tu es malheureux, c'est de ta faute. Et donc on va se mettre la pression. Ah, les autres, ils ont l'air heureux. Et je pense que c'est encore pire avec les réseaux sociaux, où on a les filtres pour montrer qu'on est plus beau que la réalité, plus mince que la réalité, etc. Où on va montrer évidemment tous les trucs que je visite des endroits, c'est génial, je montre les photos et ça donne envie aux autres, mais je ne vais pas montrer toutes les misères que j'ai dans ma vie forcément. Donc ça a tendance à montrer plus le positif que le négatif et à faire croire que les autres sont plus heureux que moi. Et donc on va se dévaloriser comme ça en disant « Ah, les autres, ils sont tellement heureux. » Regarde, parce que quand on voit d'autres couples, on voit que si on est en société avec des gens, évidemment, on fait toujours bonne figure et tous les couples ont l'air d'aller plus ou moins bien. Ou alors c'est que ça va très mal quand ça se voit en public. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, leurs souffrances, leurs luttes, leurs disputes, la vie du quotidien. C'est pas évident. Ah, tout a l'air merveilleux. Donc premier mythe, le bonheur n'est pas... Enfin, le mythe, c'est le bonheur est notre état naturel. Donc première vérité, si je puis dire, contre mythe, le bonheur n'est pas un état naturel. Et si on regarde des animaux, est-ce qu'on peut dire que les animaux sont tout le temps heureux, tout le temps dans le bonheur? Non, ils ont des moments difficiles, ils ont des moments de lutte, ils ont des moments où ils ont faim, ils ont des moments où ils sont malades. Et nous, on est finalement un animal comme un autre de ce point de vue-là. On n'est pas un animal comme un autre d'un point de vue psychologique et tout. Et justement, c'est ça qui est intéressant. On va pouvoir appliquer des principes comme la méthode ACT pour agir différemment que les autres animaux. Mais à la base, on n'est pas différent physiologiquement. Donc, deuxième mythe qui va dans la continuité, qu'on dit dans la méthode ACT, c'est donc si on n'est pas heureux, c'est qu'on est anormal. Je viens d'en parler un petit peu. Si on n'est pas heureux, c'est qu'on est anormal. Ah, les autres, ils sont heureux. À la télé, sur les réseaux sociaux, dans les livres, les gens ils sont heureux, c'est merveilleux. Moi, c'est pas le cas. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Vous savez, moi, toute ma vie, j'ai fait de la formation depuis l'âge de 20 ans. En vérité, depuis l'âge de 18 ans, où je suis devenu formateur. Donc, à l'heure où je vous parle, j'ai 57 ans. Donc, j'ai formé des milliers et des milliers de personnes dans ma vie, et en grande majorité, des professionnels. Des professionnels du monde de la santé, des professionnels du monde du sport, des coachs, des psychothérapeutes, des enseignants, des orthophonistes, des kinésithérapeutes, etc., des médecins, bref, beaucoup de thérapeutes. 100% des plus grands thérapeutes, des plus grands kinés, des plus grands psychologues ou quoi que ce soit, vivent des souffrances, ne vivent pas dans le bonheur absolu. C'est donc normal. D'ailleurs, très souvent, les thérapeutes, en particulier les psychothérapeutes, font de la psychothérapie parce qu'ils sont en recherche eux-mêmes de trouver des choses pour aller bien dans leur vie. Et ensuite, ils cherchent à partager ce qu'ils ont découvert. Et c'est souvent comme ça que ça marche bien. Parce que moi, j'ai vécu et je vis des souffrances, je cherche des outils qui m'aident. Et une fois que j'ai maîtrisé ces outils-là, plus ou moins, je suis plus à même de les partager à d'autres. Si j'avais pas de souffrance, si moi j'ai pas éprouvé de souffrance, je peux pas avoir éprouvé d'empathie. Si j'ai pas d'empathie, je peux pas mettre en relation avec l'autre, c'est que je suis pas humain. Peut-être ce sera ça avec l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, le thérapeute, je sais que lui-même a des difficultés. Bien sûr, vous croyez que les kinés n'ont jamais mal au dos, que les médecins sont jamais malades? Vous croyez que le Dalai Lama ou le pape
c'est des représentants de trucs. Ils n'ont pas des doutes de temps en temps, bien sûr que si, bien sûr que si. Simplement la différence qu'on ose espérer, c'est que les gens qui ont plus d'expérience, ils savent que le bonheur absolu n'est pas notre état normal et ils ont des outils pour surfer sur les difficultés de la vie, apprendre à lâcher prise et continuer à vivre coûte que coûte. Ils savent que là en ce moment ça va pas, mais je suis dans le creux de la vague. Mais si je sais que je suis dans le creux de la vague, je sais que la vague elle remonte après. Mais je sais aussi que quand je suis au sommet de la vague, que tout coule, que tout baigne, que tout est merveilleux, que je vois le paysage de loin, qu'à un moment donné, c'est obligatoire. La vague va redescendre. Donc oui, en ce moment je suis heureux, tout va bien, mais je sais qu'il y aura des coups durs. Si je veux croire que non, ça va durer éternellement, là c'est parfait, là en ce moment je suis à fond et j'arrêterai pas. En ce moment je mange parfaitement comme je dois manger, j'ai perdu du poids et ça va continuer comme ça toute ma vie, j'aurai cette alimentation parfaite. Je repars du début avec mes histoires de McDo et de pizza et tout. Avec l'idée que peut-être le week-end je peux me permettre de manger ce que je veux. Vous voyez, si vous n'êtes pas heureux, c'est que vous êtes anormal. Non. Et quand je dis ça, je pense aussi à la souffrance mentale. La souffrance mentale, on dit il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. La dépression, c'est quelque chose de très commun. Voilà. Donc, il faut reconnaître ça. Comment faire pour aller mieux par rapport à ça? C'est de reconnaître ça. Et oui, c'est très difficile. C'est pourquoi cette méthode s'appelle Acceptance and Commitment Therapy. Thérapie d'acceptation et d'engagement. Donc, accepter ça déjà. Pas évident. Mais sauf que accepter ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà une certaine forme de diffusion. C'est déjà de séparer ma cognition de mes émotions. Et ça, c'est très important. L'état naturel de l'être humain, c'est pas le bonheur. C'est un flux continu. Reconnaître ça, c'est le signe qu'on est un humain bien vivant, en fin de compte, bien intentionné. C'est de se relier au monde du vivant. Je ne suis pas différent des autres animaux. Je ne suis pas Superman. Et même Superman, il pleure. Même Superman, il a des souffrances. Donc vous voyez, même dans nos mythes modernes, du surhomme, de Superman, il a vécu des souffrances. Il a des faiblesses. Il a eu des bas et des hauts. Déjà, c'est un orphelin à la base et tout. Donc, vous voyez, je pense que ces idées-là sont très importantes. Si je rencontre quelqu'un qui souffre dans mon cabinet ou dans ma vie personnelle et qui pense, et ça semble logique dans notre vie d'aujourd'hui, qui pense il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, je ne vais pas bien. Et que votre discours, votre vision des choses, c'est de dire, vous savez, c'est tout à fait normal, tout le monde ressent ça. Il n'y a personne sur cette planète, il n'y a personne sur cette planète, il n'y a pas un animal, il n'y a pas un humain qui n'ait pas ressenti de la douleur, de la souffrance, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester et qu'on reste tout le temps dans cette souffrance. C'est quelque chose qui arrive et ça fait de vous un être humain ordinaire. Vouloir être extraordinaire, vouloir être différent des autres, ça c'est une souffrance. Je ne veux pas critiquer aucune religion ou quoi, et je respecte les croyances des uns et des autres. Moi j'ai été élevé dans la religion catholique où évidemment ce qui est mis en exergue ce sont les valeurs chrétiennes et en particulier on a la figure de Jésus et puis on a la figure des saints. Voilà, les saints. Et les saints, ils ont donné leur vie pour les autres. Comme Jésus, il a donné sa vie pour sauver les hommes. On dit les hommes, mais je préfère dire les humains. Et les saints, voilà, ils ont des valeurs. Et moi, quand j'étais petit, j'ai voulu trop pousser la barque on m'a peut-être incité, mais aussi personnellement, avec mon caractère peut-être un peu perfectionniste, de vouloir vivre absolument selon ces valeurs, d'être parfait, d'être un saint. Évidemment, ça a été un échec absolu, surtout quand on arrive à l'adolescence, avec toutes ces hormones, ces émotions, ces machins très forts. Ça devient une mission impossible en fait. Et du coup, culpabilité, on s'en veut, on est nul, on n'y arrivera jamais, etc. Donc je pense que bien sûr, il faut des valeurs. Et pour ceux qui ont une religion, ils veulent vivre en fonction des valeurs de la religion, et c'est très bien. Mais si on se dit que notre mission sur Terre, c'est d'être un saint à tout prix, d'être pareil que son Dieu, que son Jésus, que son Mohamed ou que son Bouddha, ça risque
Enfin, ça risque pas, c'est garanti que ce ne sera pas possible. Et donc on va être malheureux. Donc accepter nos faiblesses, tout comme accepter nos souffrances, c'est déjà une grande maturité. Et savoir que quand je suis dans le creux de la vague, eh bien, je suis dans le creux. Bon, c'est pas pour dire youpi, je suis dans le creux, ça peut que remonter, c'est des trucs qu'on se dit des fois. Mais c'est de dire voilà, ça passe, ça passe. Et puis, quand je suis dans le haut de la vague, c'est pas qu'on veut calmer sa joie, c'est on sait quelque part dans notre cerveau que je vais rencontrer des difficultés dans ma vie. Dans les couples, c'est pareil, il y a des moments où on est bien dans notre couple et puis il y a des moments difficiles et puis on le sait que quand on va être bien à nouveau et puis des moments difficiles et c'est valable dans la société, c'est valable individuellement, c'est valable dans les couples, c'est pareil avec nos enfants. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre plus sur ça, mais je voulais vous dire, arrêtez de se mettre la pression tout le temps. On a des valeurs, on a des choses. Si on vise le perfectionnisme 100% du temps, c'est la voie royale du malheur. Donc au lieu de se mettre sous pression, d'abord il faut dire à notre... Des fois je peux dire, tiens, voilà mon dictateur intérieur. J'ai parlé de cette technique de diffusion. Au lieu de commencer, si j'entends ma voix qui dit tu n'y arriveras pas, fais ça, vas-y, t'as pas encore fait ça, t'as encore ça à faire, dépêche-toi, lève-toi plus tôt, fais ton morning routine, fais ton evening routine, j'invente, je sais pas, fais ton après-midi routine, mange ton repas parfait. Je peux dire, tiens, qui voilà mon dictateur intérieur, mon commandeur, bonjour mon général, ça va ? Mon général, je ne suis pas obligé de t'obéir. Regarde, je ne lève pas la main, je ne lève pas la main, je ne lèverai pas la main. Et hop, je lève ma main, je lève mon bras. Regarde, je ne baisse pas mon bras. Regarde, je le baisse, tu vois, je ne suis pas obligé de t'écouter. Personne t'oblige, personne m'oblige à t'écouter. Je fais ce que je veux. Et tu me dis de me lever là, tu sais quoi ? Je ne vais pas le faire parce que j'ai décidé de ne pas me mettre la pression. Et au lieu de ça, c'est plutôt de saupoudrer un petit peu de valeur au quotidien. Tiens, aujourd'hui, je vais chercher de saupoudrer un peu de générosité, si c'est une de vos valeurs. Voilà, comment aujourd'hui donner plus de générosité autour de moi. Et enfin, toujours dans cette même idée, non, le bonheur n'est pas notre état naturel. J'aimerais bien, Paul, que tu nous dises le contraire. Non, ça, ce serait les gourous qui nous promettent ça. Voilà, les gourous nous promettent ça. Les publicitaires, c'est la même chose, les publicitaires. Ou les politiciens, si vous votez pour moi, vous verrez, ce sera merveilleux. Ce sera extraordinaire. C'est le grand soir. Donc non, désolé. Le plus tôt j'accepte ça, le mieux c'est. Le bonheur n'est pas un état naturel. C'est pas notre état naturel. Il vaut mieux considérer qu'on est normal, ordinaire. Et que si je suis pas heureux, c'est normal. C'est comme ça. Il n'y a pas d'obligation d'être heureux tout le temps. Il y a des moments où je suis un peu plus heureux et où tout va bien et tout baigne. Et d'autres jours non. Mais je ne m'identifie pas à l'un comme à l'autre. Ça va et ça vient. D'où l'importance de cette idée de pleine conscience dans la méthode ACT. J'en parlerai d'autres fois, je l'ai déjà évoqué, mais il y a cette notion de pleine conscience. Vous avez tous entendu parler de la méditation pleine conscience. Tiens, je suis en haut de la vague. Tiens, je suis en bas de la vague. Tiens, il pleut. Tiens, il y a du soleil. Tiens, c'est pas de dire que je suis jamais content de rien. Non, quand je suis content, je suis content. Mais quand je suis joyeux, j'exprime ma joie. Mais quand je suis malheureux, je ressens mon malheur. Je ressens ma tristesse. Elle est là et je peux que y faire face et l'accepter. La refuser, m'y opposer, c'est encore une fois mon château de sable que je voudrais qu'il ne soit pas détruit par les vagues, par la marée montante. Et ça, malheureusement, c'est impossible. Donc on peut décider de dire que non, moi je ne suis pas d'accord avec tout ça. Je ne crois pas à ces lois de l'univers. Non, j'empêcherai la mer de monter. Et toute ma vie de chercher à lutter. Et ça, c'est très difficile de lutter contre soi, lutter contre la réalité des choses. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le lâcher-prise, d'une certaine manière. Donc c'est pourquoi ça s'appelle méthode d'acceptation. D'accepter, ok. Même, je ne sais pas, prenez la personne, quelqu'un que vous admirez beaucoup. Je ne sais pas moi, ça peut être d'ailleurs un personnage imaginaire. Tout à l'heure, j'ai dit Superman. Donc, comme je veux chagriner personne, on va garder Superman. Mais si une de vos valeurs suprêmes, c'est, je sais pas quoi, le Dalai Lama ou, je sais pas moi, c'est un peu difficile aujourd'hui de trouver des modèles
de valeurs auxquelles on veut s'identifier. J'ai un peu honte de dire ce que je vais dire, mais peut-être avant la personnalité des Français, c'était l'abbé Pierre. Alors on dit, ah moi je veux vivre selon ces valeurs, et puis tout d'un coup tout s'écroule. Vous voyez, d'ailleurs je suis très content d'avoir eu cette idée qui me vient. L'abbé Pierre, voilà. Et je vais en parler encore hier avec Ludivine. Quelle horreur, quel choc ça a été pour certaines personnes qui ont un peu déifié ou sanctifié, dire voilà, ça, cette personne elle est parfaite. Moi aussi, hein, j'admirais l'abbé Pierre, un truc génial, hein, j'ai donné de l'argent à son association Emmaüs et tout, machin, les sans-logement, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est intéressant, c'est les valeurs qui sont derrière. L'homme, lui, il avait ses problèmes, et il avait ses douleurs, et il avait ses déséquilibres mentaux, du coup, on peut le dire, donc vous voyez. Mais les valeurs qui étaient derrière, elles sont toujours valables. Malheureusement, quand j'ai mélangé les deux, qu'est-ce qui se passe? Merde, l'abbé Pierre était pas la personne qu'on croyait. Quelle déception. Mais c'est l'homme qui nous déçoit, pas les valeurs qu'il incarnait. Et c'est ça qui est très difficile pour nous. Parce que souvent on associe les deux. L'homme égale valeur, valeur égale l'homme. Non. Donc, vous voyez, finalement mon exemple n'est pas si mauvais que ça. Si prends l'abbé Pierre ou Superman, et bien finalement, il avait ses souffrances. Ils ont tous les deux leurs problématiques avec lesquelles ils ont dû vivre et composer, et malheureusement, dans le cas de l'abbé Pierre, créer de la douleur autour de lui. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Donc, mais peut-être qu'il était piégé dans son système de valeurs aussi, et qu'il n'a pas pu trouver de l'aide, etc. Je ne suis pas en train d'excuser son comportement, hein, pas du tout. Hein. Je suis en train de dire que forcément, quelqu'un qui fait ce qu'il a fait est en souffrance, est en maladie. Et évidemment, on ne doit pas permettre ce genre de comportement, mais il n'avait peut-être pas de porte de sortie non plus. Peut-être qu'il disait qu'il doit être parfait. J'en sais rien, je ne connais pas vraiment les détails. Bref, acceptons notre humanité, soyons humbles, on souffre, ça vient, ça va. Et la méditation pleine conscience peut vraiment aider à ça. Personnellement, je ne suis pas doué pour la méditation pleine conscience. J'ai trop de stress intérieur, j'ai trop d'angoisse intérieure que pour être capable de m'asseoir comme ça et de laisser venir les choses. Vous croyez que c'est contradictoire avec ce que j'enseigne? Non. La méditation pleine conscience, c'est une approche de pleine conscience. La méditation pleine conscience, c'est effectivement s'asseoir tout simplement, s'allonger si vous préférez, mais prendre conscience de nos pensées et puis de revenir à sa respiration, de revenir au temps présent et de se rendre compte que j'ai des pensées qui passent sans arrêt, et des pensées agréables et des pensées désagréables. Personnellement, pour moi, c'est trop difficile. J'ai trop peut-être de douleur intérieure, d'angoisse intérieure, d'irritabilité, ou plutôt, c'est pas le mot que je cherchais exactement, mais c'est trop difficile pour moi. Et je suis très content d'avoir rencontré dans ma vie les enseignants de Thich Nhat Hanh. Vous connaissez certainement entendu parler. Hein. Je ne me place pas dans une perspective religieuse, mais j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au village des Pruniers, du temps où Thich Nhat Hanh était encore vivant, mais je sais que c'est toujours un endroit extraordinaire, et de passer du temps là-bas dans je sais pas comment on appelle ça, la communauté de Thich Nhat Hanh. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moine bouddhiste, il a écrit des tonnes de livres, hein, et il parle de l'instant présent, beaucoup de l'instant présent. Voilà. Et moi j'étais très surpris parce qu'en allant dans cette communauté, où il y a des moines et puis des nonnes et puis des gens qui viennent pour passer une semaine, un mois ou quoi, et donc moi je m'attendais, on va se lever le matin, on va faire de la méditation, et puis l'après-midi, puis le soir on va méditer tout le temps, je vais apprendre plein de techniques secrètes de méditation de moines bouddhistes et d'état de conscience et tout. Bon, c'est pas tout à fait vrai, hein. Quand j'y suis allé, j'étais déjà plus dans ce délire. Bien sûr, j'avais lu les livres de Thich Nhat Hanh et je savais en gros à quoi m'attendre. Mais justement, en fait, il y a effectivement des temps de méditation le matin et le soir, mais c'est pas plus que 20-30 minutes. Vous voyez, c'est pas des heures. Mais en revanche, quand c'est l'heure de faire la vaisselle est faite en silence et en pleine conscience. Je fais la vaisselle et je prends conscience que je fais la vaisselle. Quand je vais étendre le linge, moi c'est un truc qui m'est arrivé de faire pendant un certain temps, quand j'étais célibataire et que je dois
faire le linge et que je déteste faire le linge parce qu'on a l'impression que ça prend du temps de faire le linge et puis c'est comme une activité qui lance pas des gros défis pour notre cerveau. C'est, dans mon cas, je trouve assez frustrant. Donc après avoir fait méditation pleine conscience au village des Pruniers, je faisais la méditation du linge. C'est-à-dire que au lieu de me lever le matin et de faire ma méditation et de chercher à tout prix à faire la méditation pendant longtemps et de laisser mes pensées, mon esprit et tout, je suis en train d'étendre le linge, je suis conscient de chaque geste. Je fais la méditation du linge. Et personnellement, la méditation ne me réussit pas trop. En revanche, la méditation qui serait le zen. J'ai pratiqué pendant longtemps le zen, je suis suivi des enseignements pour essayer, voilà, on est de face au mur, et puis on reste là, et puis on est là avec nos pensées, peu importe ce qui se passe, j'accepte ma présence avec mes pensées douloureuses, avec mes pensées machin, avec mon corps qui veut s'agiter, et je suis là. C'est un exercice qui est pour moi très difficile. En revanche, plus tard dans ma vie, et je peux dire que j'ai échoué, mais j'ai échoué aussi parce que j'avais des attentes d'apprendre le calme, d'apprendre la sérénité, ça va me faire du bien, et j'y arrive pas, et que si je fais la méditation pendant des semaines et des semaines et des semaines, ça va finir par me rendre zen. Dans mon cas, c'est un échec absolu. En revanche, un peu plus tard, je me suis intéressé au Qigong, cette gymnastique chinoise très lente, et au Tai Chi. On pratique ces mouvements très lents. Et là, tout d'un coup, j'avais appris, je me rappelle, un premier mouvement. J'inspire, mes bras se lèvent légèrement, comme si mon ventre se gonflait, qui suivait le mouvement du ventre, et j'expire, mes bras se rabaissent. Et j'ai commencé à pratiquer ce mouvement debout, inspire avec les bras, expire avec les bras. Et là, tout d'un coup, ça changeait tout pour moi. J'incarnais mon corps et j'étais dans mon corps qui respire, qui inspire et qui expire. Et puis un deuxième mouvement. Donc, pendant plusieurs semaines, j'ai pratiqué que le premier mouvement, quelques minutes par jour. Et puis au bout d'une semaine, j'ai rajouté un deuxième mouvement. Donc je faisais peut-être 2-3 minutes le premier mouvement, puis 2-3 minutes le second mouvement. Et puis j'en ai rajouté un troisième jusqu'à, je crois, c'était 7 ou 8 mouvements que je faisais. Donc si tu fais 8 mouvements, 3 minutes chacun, ça fait déjà 24 minutes d'une forme de méditation incarnée. Voilà. Et puis après, j'ai travaillé des techniques de souffle, etc., etc. Donc peut-être que dans cette idée que je dis de les vagues, les nuages qui passent, les émotions qui passent, on se dit que l'antidote absolu ou l'exercice absolu, c'est la méditation mindfulness, pleine conscience, où je dois absolument faire style le bouddhisme zen. Et pour beaucoup de gens, ça sera merveilleux. Enfin, quand je dis que ça sera merveilleux, c'est pas que ça va vous donner le nirvana, vous mettre dans le nirvana. Je veux dire par là que ça va vous apporter quelque chose psychologiquement, physiquement, et que beaucoup de gens qui pratiquent ça au quotidien, ça leur apporte, ça les nourrit, et c'est très important à la fois au niveau physique et au niveau psychique. Mais ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a d'autres formes. Si celle-ci vous convient, méditation pleine conscience assise, je vous en prie, continuez, et c'est chouette. Personnellement, je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de bouger plus. Donc, ne serait-ce que des exercices de respiration, mais qui varient. Pendant 3 minutes, je fais cet exercice, puis 3 minutes, je fais celui-là, puis 3 minutes, je fais celui-là. Et donc, je me fais des séances de 20 minutes ou 30 minutes, et même là, j'ai des séances d'1 heure d'exercices respiratoires, avec des phases d'apnée, des phases de contrôle respiratoire, des phases d'exercices très spécifiques qui viennent de plein d'endroits. Et j'ai un coach pour travailler mon souffle. Mais aussi, le Qigong, le Tai Chi sont des formes de méditation. Quand vous pratiquez pendant plusieurs heures d'affilée, comme je l'ai fait des fois, du Tai Chi, parce que j'ai fait des stages, voilà, des stages de Tai Chi ou des stages de Qigong, et que vous répétez peut-être pendant 1 heure le même mouvement, je vous assure qu'il se passe plein de choses. Mais pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que j'arrive mieux à libérer les tensions dans mon corps, les tensions dans mon esprit. Et ça peut sembler bizarre, mais pour moi, il y a une énorme différence. Et je trouve que les deux sont très bien, c'est juste que moi, il y en a un qui ne me convient pas, de rester assis en position du lotus ou je ne sais pas quoi, et de faire la méditation zen pendant 20 minutes, et quelque chose que j'ai fait une fois dans ma vie, la position de l'arbre en Qigong, où on est debout, les genoux relaxés, les bras devant soi, et on cherche à rester 20 minutes dans cette position. Mais là, les tensions apparaissent, il faut lâcher les épaules, il faut lâcher le souffle, il faut lâcher le dos, il faut lâcher les genoux, beaucoup de tensions qui arrivent. Et ces tensions arrivent, on les lâche. Et au bout de 5 minutes, on se dit, ça va pas être possible de lâcher plus, ça va pas être possible, j'ai tout lâché. Et puis les minutes passent et j'arrive à lâcher encore plein de tensions. Donc il y a un travail qui se fait dans mon corps.
Mais vous voyez, pour revenir, et pour terminer là-dessus, à ce que je disais, les tensions arrivent, et à un moment donné, je me dis, ça va plus être possible, je ne peux pas lâcher plus, et puis je reste encore un peu plus. Évidemment, pas, on pratique, hein, la première fois de sa vie, on ne fait pas 20 minutes, c'est impossible. Mais après, on se dit, tiens, je peux faire 6, 7, 8 minutes. Et il y a encore des tensions qui lâchent. Je croyais que j'étais arrivé au paroxysme du truc, et puis ça lâche, et puis tout d'un coup, ça lâche, et je suis dans le bien-être. Et là, t'es relâché, t'es complètement relâché, t'es à 8 minutes de la position de l'arbre, et tu dis, ça y est, j'ai atteint le nirvana, tout est relâché, je suis bien, je suis merveilleux, tout est parfait. Et puis tout d'un coup, évidemment, 1 ou 2 minutes passent, et une grosse vague de tension arrive, et puis ça repart. Et c'est encore une fois cette même métaphore. Encore une fois, cette même métaphore. Et pour terminer, je vais vous dire, la même chose se passe avec l'apnée, et c'est pourquoi je pratique l'apnée, qui pour moi est une forme de méditation très profonde. Si je décide volontairement d'arrêter mon souffle, au début, quelques secondes, j'arrête mon souffle, tout va bien. On rentre même dans un état de détente, au bout de 10, 15, 20 secondes, on se relâche, il n'y a plus rien à faire, même plus à respirer. Je peux rentrer dans mon corps, dans ma tête il se passe des trucs, tout est merveilleux. Et puis le temps passe, j'arrive à 1 minute, il faut que je relâche plus, il faut que je relâche la moindre tension dans mon corps. Chaque tension dans mon corps, c'est de l'énergie, c'est de l'oxygène que je peux aller récupérer si je détends. J'apprends à détendre plus. Et puis tout d'un coup, j'ai envie évidemment de respirer. Et puis je dis, tiens, arrive, et je me dis consciemment, tiens, j'ai l'envie de respirer qui arrive. Mais ça se manifeste comment ? Wow, j'ai une tension au niveau du diaphragme. Wow, ça se contracte dans mon dos. Wow. Et là, je crois que je vais bientôt respirer. Je me dis, tiens, regarde autour de toi, qu'est-ce qui se passe ? J'ouvre les yeux, je regarde, et puis mes pensées vont dans un endroit. Et puis tout d'un coup, passe 30 secondes, mais je ne m'en suis pas rendu compte du tout que 30 secondes se sont passées, parce que j'étais absorbé par une sensation, quelque chose que je regarde, quelque chose que j'écoute, en état méditatif comme ceci, et je relâche encore. Et là, je me dis, wow, j'approche les 2 minutes, c'est plus possible, ça va être le maximum. Et puis, je relâche encore, et hop, je pars pendant un certain temps, je dérive. Et bon, là, moi, mon maximum est un peu 3 minutes dépassé, 3 minutes 15. Et je vous assure que, même au début, quand je débutais et que je faisais 1 minute, on dit 1 minute, c'est rien. Un voyage en apnée d'1 minute, c'est un voyage de folie, où il se passe des tonnes de choses. Bien sûr, quand je fais une séance avec de l'apnée, je vais faire par exemple rétention 1 minute, récupération 1 minute, rétention 1 minute, récupération 1 minute, par exemple. Mais il y a plein d'autres exercices dégressifs, récupération plus courte, peut-être je fais 1 minute sans respirer, et puis récupération de 10 secondes, et paf, 1 minute. Je vous donne 2-3 petits exemples, il y en a des centaines d'exercices pour travailler tout ça, littéralement. Et donc, cette minute-là, ça va être 1 minute où il se passe plein de choses, où j'apprends à relâcher, dans mon corps, parce qu'évidemment, il faut relâcher complètement dans le corps. Et plus on pratique, plus on se rend compte qu'on accumule des tensions. Et chaque jour, j'apprends à libérer plus de tensions, plus en profondeur. Et même chose dans le mental, évidemment, parce que le mental, il va très vite quand on fait ce genre d'exercice. Et là, il y a beaucoup de choses à lâcher, Et donc, qu'on soit capable de retenir sa respiration 30 secondes, 1 minute ou 10 minutes, ce sera le même principe. Pourquoi je vous illustre ça ? C'est pour dire que là, je pratique un exercice physique, entendons-nous bien, Quand je parle d'apnée, je parle de rétention volontaire de mon souffle, évidemment. À tout moment, je peux décider de respirer, et donc à tout moment, je suis en contrôle de mon stress. Vous comprenez la métaphore du truc ? C'est moi qui décide de me confronter à cette chose un peu bizarre, et d'y trouver du bien-être, et d'y trouver du plaisir, et d'apprendre à surfer dessus. Et oui, quand je vais faire de l'apnée, mais entendons-nous bien, les gens disent « il est fou », mais tout le monde qui fait du sport vit la même chose. N'importe quel sport, l'apnée est considérée comme un sport, n'importe quel sport. Vous croyez que quand les gens y courent, c'est le bonheur absolu, ils ont comment ça s'appelle ça, le truc du coureur là, où on a le bien-être du coureur et on est comme sur un nuage tout du long. Non, ce bien-être-là, il paraît qu'après un certain temps, déjà, il faut que les hormones arrivent. Et ça n'arrive pas chez tout le monde. Et il y a des gens qui courent depuis toute leur vie, ils n'ont jamais vécu l'ivresse du coureur. Toute personne qui fait du stress, du sport, c'est du stress. Le gars qui fait la muscu, il se met toujours des poids plus difficiles, et puis le gars ou la fille, bref,
quel que soit le sport que vous faites, c'est un défi, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais qu'on décide de faire. Et c'est ça qui est bon. Je décide de me confronter à ça, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc le sport, la respiration et l'apnée à un très haut niveau, je pense, mais tout sport est une métaphore de la vie. Parce que je rencontre des choses difficiles dans le sport, c'est ça qui me renforce. Parce que je fais des choses nouvelles, je pense au coureur qui veut aller de plus en plus vite ou le coureur qui veut aller de plus en plus loin et longtemps, ben, il s'entraîne régulièrement et il se met des défis qui le rendent plus fort, qui font que. Et ben la vie, et il n'en est pas différemment pour la psychologie. Je rencontre des difficultés et j'apprends à surfer dessus. Et oui, en plus, quand on fait du sport, vous savez très bien qu'il y a des moments donnés où on progresse vite, et puis des moments terribles où on est à un plateau. Et même des moments désespérants où on régresse. J'étais capable de faire, c'est vrai, 3 minutes 15 à un moment donné, et puis là, depuis ces derniers temps, je suis plutôt à 2 minutes 40 de mon maximum. Alors c'est frustrant de dire, il y a un mois, j'étais capable de faire 3 minutes 15. Mais non, dans ma vie, il se passe des choses, et puis voilà, il y a une petite régression, et puis je sais que ça va revenir après. Et puis c'est pas un but en soi pour moi de faire 3 minutes 16 ou 3 minutes 17 pour me défier à chaque fois, c'est pas possible. De toute façon, en vieillissant plus, on ne peut pas être de toujours plus performant. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que j'apprends à plus relâcher? Est-ce que j'apprends à plus accepter la détente, à plus accepter la tension, à aller plus loin dans mes sensations, à aller plus en profondeur dans ma psychologie de ce qui se passe? Donc vous voyez, vous pouvez prendre n'importe quel sport que vous pratiquez, c'est une métaphore de tout ce que j'ai dit aujourd'hui sur le bonheur n'est pas un état continu. Le bonheur dans le sport, c'est que je suis passé par une épreuve difficile, j'ai couru longtemps, c'était dur. Mais quel bonheur quand je franchis la ligne d'arrivée. Ouais, je vais à la salle de gym et je fais ça et ça. Mais là, aujourd'hui, la séance, waouh, mais j'en ai bavé, mais je suis tellement heureux. Les gens qui font, moi je déteste ça, la randonnée. Je pense pour moi, le truc que je déteste le plus, c'est la randonnée de montagne. Quelle horreur pour moi. Ils montent. Ah ouais, c'est dur. Mais quel bonheur intense, ils sont en haut. Mais ils savent qu'il faut redescendre. Ils ne vont pas rester en haut de la montagne et vivre là-haut, en haut de la montagne. Ils vont profiter d'être arrivés en haut, de la vue, mais à la base. Les gens qui montent en haut de la montagne, c'est pas que pour la vue, c'est pour le défi qu'on s'est lancé. Waouh, c'était dur, mais waouh, qu'est-ce que je suis content. Donc, vouloir le confort absolu tout le temps, c'est une grave erreur. Vouloir la même température tout le temps, c'est une erreur. Le fait d'aller au froid, de marcher pieds nus, beaucoup de gens font les bains glacés, et je ne dis pas que c'est bon pour tout le monde. Le fait de faire les bains glacés, waouh, quel bonheur après coup, quel truc ça me fait hormonalement. Encore une fois, c'est pas bon pour tout le monde. Le fait de se lancer des défis, waouh, si j'ai pas de défis, je suis pas content, je serai jamais content, je serai jamais fier de ce que je fais. Donc ce qui est valable physiquement, ce qui est valable sportivement, c'est aussi valable psychologiquement. Je me suis lancé ce défi, j'ai surmonté cette épreuve. Là, je suis dans le creux de la vague, mais confiance, ça remonte toujours. Bon, je suis au sommet de la vague. J'en profite au maximum. Parce que je sais de toute façon que ça ne va pas durer, mais ça ne va pas me gâcher mon plaisir. Je suis là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ces petites considérations, vous voyez, je pars sur des considérations de la méthode ACT. Et puis je laisse aller un peu mes idées, c'est le principe de En balade avec Paul. Ça vous parle, tant mieux. Ça ne vous parle pas, j'en suis désolé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je ne suis pas en train de dénoncer une vérité. Je vous l'ai dit dans plusieurs podcasts. C'est aujourd'hui des choses que j'ai envie de partager parce qu'elles résonnent pour moi aujourd'hui. Mais peut-être que dans 10 ans ou dans 5 ans ou même dans un an, j'écouterai ces podcasts. Enfin, je ne le ferai pas, mais si je réécoutais ce podcast, je dirais oh là là, non, c'est plus du tout comme ça que je vois les choses. Non, pourquoi tu disais ça? J'ai une autre compréhension des choses. Et en fait, vous savez quoi? J'espère bien que ce sera le cas. J'espère bien que je n'aurai pas les mêmes pensées, valeurs, croyances, techniques dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. J'espère bien que je vais continuer à évoluer, à comprendre, à grandir.
J'espère bien que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, la méthode ACT, pour donner cet exemple-là, sera transformée, modifiée, adaptée, etc. Je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Les podcasts sont un peu plus espacés maintenant. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas ma promenade tous les jours, mais j'en profite pour écouter des podcasts ou rien du tout, juste me promener. Mais je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.